Débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin dans le monde sont conviés à une importante rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon, demain 30 mai 2023 au Palais de la Marina. C'est une première conférence diplomatique entre le président de la République, responsable en chef de la diplomatie, et les ambassadeurs. Une rencontre qui intervient alors que la situation du ministre des Affaires étrangères reste encore très floue. Selon plusieurs médias, il serait limogé, mais aucun acte officiel à ce jour ne confirme l'information. Le Bénin est-il en passe de redéfinir sa stratégie diplomatique? Nous en parlons dans le débat matinal. Et puis, vous l'avez suivi dans l'actualité, les 7 sages qui vont siéger pour la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont déjà connus. Première observation, aucun des membres de cette 6e législature n'est reconduit. C'est donc un changement à 100% qui a été opéré. On s'intéressera aux enjeux de cette nouvelle Cour qui n'est pas encore entrée en fonction, mais qui est déjà décriée par le parti d'opposition, les démocrates. Et puis, au Mali, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées jeudi dernier à Bamako pour exiger la fin de la transition onusienne. Parmi les organisations qui ont appelé à ce rassemblement, on peut citer le M5 RFP, qui est le parti du Premier ministre de la Transition, Choguel Kokala Maïga, ainsi que des organisations de la société civile qui soutiennent les autorités de la transition. Après la France, le Mali veut-il se débarrasser d'un autre partenaire sécuritaire? Question à laquelle vont répondre les débatteurs autour de la table. Des francs-parleurs bien connus désormais ici. Francis Elojatade, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Merci donc d'être là encore ce matin. C'est un plaisir renouvelé d'être avec vous. Et le plaisir, il est partagé. Alphonse Moïse Soudé est également avec nous, analyste politique, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères, bonjour à tous nos compatriotes. C'est un bonheur de vous recevoir sur le plateau de 5 sur 7 matin. C'est un plaisir pour moi. Et puis docteur Paul-Marie Wessou, théoricien de la gouvernance d'État. Bonjour et bienvenue, docteur enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour docteur. Bonjour. Merci donc d'être des nôtres encore ce lundi de Pentecôte. Merci de m'avoir invité. Bonne fête à tous les chrétiens. Merci. Vous aurez pu choisir de rester dans votre lit pour une grasse matinée. Personne ne vous aurait, on ne vous en aurait pas voulu. Mais vous êtes venu pour participer donc à la réflexion, à l'émulation donc des idées sur le plateau de 5 sur 7 matin. Allez, messieurs, on parle donc du tout premier sujet en débat. Il s'agit donc de cette conférence diplomatique Alphonse Moïse Soudé qui a été convoquée par le chef de l'État. C'est pour la toute première fois depuis 7 ans qu'il est au pouvoir, qu'il a justement convoqué et rappelé tous les ambassadeurs au pays pour une réunion du genre. Je crois que le chef de l'État, à 3 ans de la fin de son second mandat, a voulu remettre certaines choses en place. Donc, il a certainement convoqué les ambassadeurs pour leur donner de nouvelles orientations. Parce qu'il vous souvient que beaucoup de nos compatriotes ont déploré la nonchalance de la diplomatie béninoise. Donc aujourd'hui, le chef de l'État certainement a voulu impulser un nouveau dynamisme à notre, à notre diplomatie. Et c'est pour cela qu'il a appelé tous les représentants, parce que le diplomate en poste représente en quelque sorte le chef de l'État. Donc ils sont venus pour prendre les nouvelles orientations. Cela veut dire que le chef de l'État, comme il a souhaité, a voulu partir en triomphe et qu'il voudrait qu'il soit parti en triomphe à la fin de son second mandat. Donc j'estime que c'est pour donner de nouvelles orientations et faire venir au pays des investisseurs, parce que ça fait partie des reproches que l'on formule à l'endroit de ce gouvernement, que pendant au second mandat, il n'y a pas eu assez d'investisseurs au Bénin. On a besoin de cela pour que le pays puisse se développer davantage. Donc c'est dans l'ordre normal des choses qu'il faut procéder à un recadrage. C'est tellement que certains d'entre eux n'accomplissent pas la mission qui leur est dévolue, donc il faut remettre les choses à l'endroit. Alors, docteur Paul-Marie Wessou, on a vu que le redessinement, ce qu'on appelle le redessinement de la carte diplomatique a été l'un des grands chantiers donc, du président Patrice Talon. Est-ce qu'on peut dire qu'en cours de route, en cours de chemin, il s'est rendu compte que cela comporte certaines faiblesses, parce qu'il y a quand même plusieurs langues qui ont estimé que le redessinement de cette carte était quand même quelque peu à polémique. Oui, bien sûr, il faut le reconnaître franchement que ce redessinement a des problèmes, parce que lorsque vous n'êtes pas représenté par exemple à Addis Abeba, où je crois le concert des nations de l'Afrique a lieu, je crois que ça pose un problème. Et je crois qu'il y a
aussi d'autres pays pour lesquels je pense, en termes d'investissement, comme il a dit, on a besoin de représentation ce qui n'est pas le cas de ce déploiement que nous avons connu récemment, surtout puisqu'on en a parlé comme si c'est dans le sens donc de la réduction des dépenses et donc dans le sens de l'économie. Mais écoutez, si vous n'investissez pas de l'argent, vous n'avez pas de l'argent en retour. Et ça c'est un principe simple de l'économie. Et je pense que il est important. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que il doit y avoir une réorientation de la diplomatie béninoise. C'est pour cela que le président appelle les ambassadeurs. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rappelle un peu ce qui se fait en France tous les ans. Tout le corps diplomatique de la France se retrouve face au président qui donne un peu les directives et les orientations. Maintenant, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ou bien d'autres choses? Parce que, bon, écoutez, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, on peut encore parler de rumeurs, mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ou d'autres choses? Le problème, pour moi, autour de ce mandat, c'est la communication. C'est un vrai problème, la communication du gouvernement, parce que le citoyen est toujours laissé dans cet état où il faut être en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça. C'est un vrai problème de gouvernance pour moi, la communication du gouvernement depuis ce deuxième mandat. Et j'espère que dans le même temps qu'on veut redynamiser la diplomatie béninoise, il faut revoir la communication du gouvernement. D'accord. Alors, Francis Lojatali, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des quintes de tout qui ont grippé la machine diplomatique du Bénin et le chef de l'État, Patrice Talon, veut se débarrasser à tout prix, justement, voilà, de ces quintes-là qui ont pu mettre à mal la machine diplomatique? Donc, vous savez que depuis que le chef d'État est arrivé au pouvoir, il a fait l'option de dynamiser la diplomatie béninoise. Je crois que dans le cadre de la réforme, il y a eu peut-être quelques incompréhensions, surtout au niveau du premier acte qui a été posé, c'est-à-dire la révision de la carte diplomatique. Vous savez que ça a conduit à la fermeture de plusieurs ambassades du Bénin. Je crois que quand on consulte le site du ministère des Affaires étrangères, on peut se rendre compte que nous avions 14 postes ouverts. Bon, ce n'est pas suffisant. Bon, vous savez que quand on voit par exemple en France, il y a 15 États qui sont sous le diplomate béninois en France. C'est à croire que c'est un super président aussi. Donc il y a encore quelques peut-être retouches à faire. C'est un chemin que le chef d'État a découvert qu'il y avait quand même quelques petits problèmes. On lui a conseillé, il a peut-être en chemin évalué, il a compris qu'il y a des problèmes. Le deuxième acte qui oblige qu'on aille à une conférence diplomatique, c'est que vous savez que il y a ce réaménagement du portefeuille du ministère des Affaires étrangères avec le volet de la coopération qui est désormais transféré au niveau du ministère des Finances. Bon, et puis il y a cette grosse affaire de limogeage annoncée dans la presse et qui fait une traite de poudre dans la population. Face à ces événements et puis d'autres rumeurs qui circulent par-ci par-là, il est normal que le chef d'État, en tant que maître, premier interlocuteur officiel du Bénin en face des pays étrangers, puisse convoquer tous les diplomates qui ont été déployés pour qu'ils puissent revenir, pour qu'ils redonnent, d'abord qu'ils fassent le point. On aurait aimé que les diplomates qui finissent leur mission chaque fois déposent un mémoire. Ça permettrait de renseigner davantage sur ce qui s'est passé au titre de la coopération dans le pays. Et ça permettrait aussi de voir s'il faut continuer à coopérer avec ce pays, quels sont les flux financiers qu'on a pu capter, quelle est la manne qu'on a pu capter dans cette coopération, parce qu'on a dû investir pour installer une ambassade. Donc pour procéder à l'évaluation, parce qu'au-delà de tout, il faut voir la rentabilité et la vitalité de la coopération, parce que ça doit aider aussi, non seulement à sécuriser nos populations, nos citoyens qui sont de l'autre côté de la diaspora, mais aussi capter les investisseurs qui doivent transférer des fonds et puis aider à la conduite d'un projet ici. Donc on doit pouvoir exiger que les ambassadeurs déposent chaque fois
à la fin de leur mission des mémoires. Ça faciliterait des prises de décisions judicieuses. La conférence annoncée pour demain, pour le 30, viserait essentiellement à recadrer la diplomatie, à donner de nouvelles orientations, puisque le chef d'État, il est à 3 ans de la fin de son second quinquennat. Il est normal qu'il donne de nouvelles orientations face à ces secousses au niveau du ministère des Affaires étrangères pour redonner confiance aux diplomates et peut-être procéder à un renouvellement, parce que ça fait quand même un moment qu'ils sont en poste pour la plupart d'entre eux. Il n'y a pas eu encore de redéploiement, donc il faut bien qu'on ait un redéploiement pour vitaliser en fait nos ambassades qui sont en fait les représentations du Bénin au niveau des autres territoires et qui encadrent l'activité et qui permettent dans la coopération financière internationale au Bénin de capter des mannes. Donc je trouve évidemment que c'est venu à point nommé. Il vaut mieux tard que jamais. On aurait pu le faire périodiquement chaque 2 ans, à défaut de le faire annuellement, un peu comme d'autres pays le font. Ça permet en fait de repositionner le pays sur la scène internationale. Et actuellement, on en a besoin. Très bien. Alors, Alphonse Maurice Oulé, il n'y a que cette, je veux dire, c'est la convocation, donc le rappel, je veux dire, des ambassadeurs intervient dans un contexte quand même assez particulier où le ministre des Affaires étrangères, sa situation reste encore très floue. Annoncé dans la presse pour être limogé, aucun acte officiel ne confirme encore l'information. Il serait tombé donc en disgrâce. On parle également de l'absence du Bénin à je veux dire, l'inauguration de la raffinerie, par exemple, du célèbre homme d'affaires nigérien Aliko Dangote, alors que tous les pays de la sous-région ouest africaine étaient conviés justement à cette méga manifestation qui entre dans le cadre, on va dire, d'un cadeau d'au revoir à Mouhamadou Bouhari, avec qui, on le sait, les relations n'ont pas été les plus cordiales entre le Bénin et le Nigeria sous son magistère. On se souvient encore de cette grosse affaire de fermeture unilatérale de frontières. Est-ce que tout ça réuni forme un cocktail assez désagréable et le chef de l'État a voulu recadrer les choses? Oui, c'est vraiment un cocktail désagréable. Mais ce qui me surprend, c'est que le chef de l'État béninois n'était pas présent au Nigeria. Mais selon les rumeurs, c'est notre ambassadrice au Nigeria qui a été nommée aux affaires étrangères. Et moi, ça me pose un problème. Qui serait, d'accord, mais ça me pose un problème parce que elle est la personne habilitée à mettre les petits plats dans les grands plats pour permettre au chef de l'État de se représenter là-bas. Cela n'a pas été fait. Est-ce que entre elle et le ministre qui serait limogé, il n'y a pas eu de discordance? Parce que forcément, on a certainement reçu l'invitation. Et puis, entre-temps, qu'ils vous souviennent qu'Agbenossi ne s'occupait plus de la coopération. C'est le ministre des Finances. Donc, je crois qu'avec les nouvelles donnes au ministère des Affaires étrangères, il faut qu'on recadre les choses. Et en plus, bon, c'est vrai qu'il y a certains ambassadeurs certainement qui faisaient allégeance à l'ancien ministre. Il est parti. Il faut qu'on rappelle les gens et qu'on fasse le point. Parce qu'on ne peut pas vous envoyer à l'extérieur pendant plus de 5 ans. Quelle visibilité avez-vous donné à votre pays? Quel investisseur avez-vous fait venir dans votre pays? C'est ça la réalité. Le Bénin en a besoin. Et puis les gens sont logés, nourris, blanchis par l'État béninois à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que réellement ils ont joué le rôle qui leur est dévolu? Il faut qu'on fasse le point. Parce que vous savez très bien qu'en Afrique, vers la fin du second mandat de tout chef d'État africain, les PTF sont prudents. Ils sont prudents par rapport aux investissements. Ils se demandent, partira ou partira pas-t-il? Qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on va investir dans un pays où on n'est pas sûr que le chef de l'État qui est là, entre griffes, est un bon démocrate? Donc il faut que le chef de l'État, au cours de cette conférence, puisse donner sa position aux diplomates pour qu'arriver là-bas, ils puissent relayer l'information. Oui, nous avons la certitude qu'à la fin du mandat, le chef de l'État partira. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut régler. Mais je dis, par rapport à la situation du ministre des Affaires étrangères, il est temps qu'un acte officiel, parce que nous ne pouvons pas évoluer dans des rumeurs. Aujourd'hui, on ne sait plus qui dit le ministère des Affaires étrangères. Est-ce que Dame Yekpe Adjovi a commencé par travailler? Que devait l'ancien ministre? Il faudrait que le gouvernement... Tout à l'heure, le professeur a parlé d'un élément très important. Communication. On nous installe dans le flou, parce que si on ne comprend pas... Aujourd'hui, on dit, le ministre devient quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, certainement que... Alors, pour l'instant, regardons les choses. Pour l'instant, il n'y a aucun acte officiel qui estime clairement ou qui montre... Mais le ministre lui-même l'a confirmé qu'il est parti.
Mais, ministre a confirmé qu'il est parti. On n'a toujours pas de papier officiel. Et pour s'en tenir justement aux sources officielles, aucune source officielle n'a encore confirmé Ce que nous, demain n'est pas loin, à l'ouverture de la conférence. S'il est encore ministre des Affaires étrangères, il sera assis aux côtés du chef de l'État pour recevoir les diplomates. Demain, ce n'est pas loin. Demain, on aura la certitude de savoir est-ce qu'il est parti ou est-ce qu'il reste. Alors, pourquoi, justement, il y a cette forme de flou autour de son limogeage. S'il est limogé, il est limogé. Le chef de l'État a le droit, la Constitution lui donne le droit de nommer et de démettre qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Pourquoi alors on essaie, on ne sait pas forcément sur quel pied on est en train de danser là? Oui, il y a un flou. D'abord, même s'il y a limogeage, il y a un flou. Parce que, en fait, rappelez-vous que ce n'est pas le limogeage vient simplement, si limogeage il y a, vient simplement conclure quelque chose qui a commencé depuis, le fait d'enlever la coopération. On avait dit ici, et moi j'étais de ceux qui ont pensé que ce n'était pas pour le déplumer qu'on a enlevé la coopération du ministère des Affaires étrangères, mais à l'épreuve des faits, on peut constater que oui, quelque part, il y a un problème et peut-être que le chef de l'État ne voulait pas régler le problème de façon définitive une seule fois, mais il aurait pu le faire lorsqu'il y a eu ce remaniement ministériel entre-temps, il aurait pu le faire. Justement, pourquoi avoir attendu si éventuellement au bout du rouleau on se rend compte qu'il y a limogeage, pourquoi avoir attendu, d'accord, de faire un remaniement technique ou de faire un remaniement ministériel et de laisser donc l'actuel ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, et de le faire bien plus tard, dans un cadre beaucoup plus, singulier. Mais, je voudrais quand même constater que la diplomatie béninoise sous Aurélien Agbenonsi a piétiné beaucoup au départ, au cours du premier mandat. Ça a piétiné, mais vers la fin du mandat, ou à la fin de ce mandat, je crois que, du premier mandat bien sûr, je crois que la diplomatie béninoise a commencé à retrouver un peu d'allant et un peu de vie, avec des visites successives de chefs d'État qui sont passés par ici, et avec aussi un peu le rôle de plus en plus actif que joue le Bénin dans les organisations ou institutions sous-régionales et régionales. Mais il est toujours important de se poser la question de savoir pourquoi déjà on avait enlevé la coopération. Puisque, comme on l'avait dit, oui, la coopération pouvait être transférée au ministère des Affaires étrangères parce que, oui, ça pourrait faciliter les discussions. Oui, bien sûr, au ministère des Finances, parce que ça pourrait faciliter les discussions, mais plus tard, avec les rumeurs que nous avons, si ça demeure encore des rumeurs, moi, je voudrais croire qu'il faut toujours attendre les actes officiels, comme vous le dites, pour se prononcer sur les choses. Mais ce que je constate avec le gouvernement sous ce mandat, c'est que les actes officiels ont un rythme vraiment qui est trop lent pour ce que nous, population, nous attendons. Parce que, rappelez-vous, en termes d'actes officiels, quand que ça suit le processus et que la fuite qui a certainement mis le feu au poudre. Quel processus pour mettre fin au mandat de quelqu'un? Il faut communiquer au bureau de l'Assemblée du Parlement, il faut que le Parlement soit informé, il faut transmettre à gauche à droite, il faut sortir les actes et tout le reste. Certainement, je ne suis pas un administratif, mais forcément, administrativement, vous êtes théoricien de la gouvernance d'État, vous pouvez essayer de nous élucider. Je crois que si c'est communiqué avec le gouvernement et le bureau de l'Assemblée nationale, ça c'est une question de 30 secondes. Non, je crois que pour le cas précis, pour limoger, en fait, on n'a pas besoin de communiquer avec le bureau de l'Assemblée nationale. C'est quand il faut nommer. Dans l'hypothèse d'un remaniement qu'il faut consulter. C'est à titre consultatif.
Donc l'Assemblée n'a pas en fait un rôle délibératif sur la liste qu'on aura à lui adresser. En fait, il faut dire quand même qu'il y a des signaux. Vous savez que le chef d'État a une pédagogie, et puis vous savez évidemment que Aurélien Benussi a quand même une proximité avec le chef de l'État et son entourage. Donc, s'il a été décroché des missions onusiennes en fait, pour venir servir au Bénin depuis 2016, et qu'il est resté aux côtés du chef d'État pendant 7 ans, c'est parce que bon, il y a quand même une fidélité, il y a quand même une satisfaction. Et puis le chef d'État, au détour d'une conférence conjointe avec le président Bazoum, a dit qu'il n'allait pas changer, il est chevalier de la dynamique. Les principaux chevaliers de la dynamique. Ah bon, principaux, vous dites encore. Vous donnez encore plus de valeur. Ça veut dire que c'est les gens que le chef d'État a à la prunelle de ses yeux. Bon, conséquence, je vous ai dit ici, à l'occasion d'un débat, qu'il était le premier à éclater de rire parce qu'il était si heureux. Mais par la suite, j'ai dit, mais c'est mes collègues chefs d'État parce que moi j'avais des informations qui me parvenaient de certains consulats, certaines ambassades, comme quoi la diplomatie béninoise était à genoux. Je peux dire que c'est de l'hyperbole. Bon, après ça, j'ai vu que la coopération a été amputée. Ça fait un premier acte qui annonce la brouille entre les relations entre le chef d'État et Benussi. La coopération, c'est un gros morceau. Vous savez évidemment que dans la diplomatie, ça compte beaucoup. Ça donne plus de visibilité, en fait, même au patron de la diplomatie. Et subitement, vous avez appris d'autres affaires, comme quoi, bon, le chef d'État devait être présenté à la méga inauguration de la raffinerie au Nigeria. L'invitation est arrivée, mais on a mal géré cette invitation au point que le chef d'État n'a su que plus tard. Il a été averti, certainement par l'ambassadrice du Nigeria et dans la presse, que bon, un événement de si grande importance a pu se dérouler dans un pays à côté, un pays à 1 heure de vol. Mais vous savez évidemment que nous partageons au moins 700 km de frontière avec le Nigeria. Même s'il y a eu des bruits diplomatiques, ça, depuis Kélékou, il y a eu l'opération Amani, Tidjani, avec l'opération Faya for Faya ici. Nous avions connu aussi avec le président Talon une bruit diplomatique avec le Nigeria, août 2019 à décembre 2021. Et bon, on a repris. Ça avait été unilatéral des frontières. Mais oui, si, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. La conséquence, depuis un moment, on a repris. Le Nigeria a réouvert en fait ses frontières. Les relations se sont plus ou moins normalisées entre le Nigeria et le Bénin. Et puis la proximité est devenue plus réelle, plus effective entre le président Boari. Et même si d'un côté il y avait une froideur dans les relations avec le Pantalon, je crois que ça commence pas à se mettre en route. Il a quand même fait des déclarations tapageuses qu'aucun pays au monde ne peut se développer avec un voisin comme le Bénin. Mais écoutez, tout ça c'est normal. C'est pour tenser un peu le Bénin. Mais oui, si, je crois. Et le chef d'État, en fait, vous savez que c'est un homme d'affaires. Au-delà de tout, c'est un opérateur économique, le président Talon, qui était apprécié à l'international par son style et son leadership. Et c'est ce qui fait évidemment quand d'un côté, lui, il n'y a pas. Quand deux intelligences se mettent ensemble. C'est pas lui de miel. Ah oui, c'est pas facile. Et les gens ont tout fait d'interpréter que bon, l'absence du chef d'État béninois au Nigeria était très très remarquée, que c'est une erreur assez grave, puisqu'on a retrouvé le président nigérien, togolais, ghanéen, sénégalais, Macky tout cela aux côtés de Boari et du président entrant. Je vais parler de Tinubu, en fait, qui rentre en fonction aujourd'hui. Aujourd'hui, absolument. C'est prévu qu'on en parle d'ailleurs. Donc, c'était bien que le chef d'État aille et commence par prendre les contacts pour que les relations qui, hier, ont été plus ou moins émaillées de crise, soient plus ou moins normalisées avec Tinubu, même si Tinubu est presque dauphin du président sortant Boari. Mais au-delà de ça, c'est que si le président en est venu à mettre fin aux fonctions ça va se confirmer parce qu'avec c'est venu que l'homme, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a fuité. Et le président, en fait, il faut dire que le ministre Aurélien Benussi avait tenté de sortir puisqu'il a postulé pour un poste à l'international. Il voulait être représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la zone ouest africaine et le Sahel. Et au même titre que Boni Yahi, les deux ont été disqualifiés, mais c'est pas faux. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'il est allé se tailler une médaille, une distinction en France. Une distinction en France pour se donner une dimension internationale. Vous savez qu'il est passé dans l'ordre, en chevalier de l'ordre, je crois, en France. Et c'est au lendemain de cette distinction que bon, on lui a ôté le
on pose le volet de la coopération. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas... Est-ce que ce n'est pas tiré par les cheveux, ces rapprochements est-ce que ces rapprochements qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est pas quand même un peu tiré par les cheveux? Je suis une analyste et je dois montrer les faits tels que c'est, bout à bout, pour montrer ce qui a pu causer. Parce qu'en fait, il faut voir les causes lointaines, les causes immédiates. La cause immédiate, le cas du Béni, les gens disent qu'en fait, c'est cette affaire du Nigeria. Non, il y a peut-être des affaires sous-jacentes. Vous savez qu'en fait, il y a des contingences, il y a des pressions extérieures et puis internes. Peut-être qu'il y a des rapports qui sont venus d'ailleurs d'instances plus sérieuses sur la Bénin aussi. Donc vous ne savez pas ce que peut-être les Américains ou d'autres partenaires ont dû écrire sur lui. Donc chaque ministre aussi est suivi. S'il se fait qu'il est trempé dans les affaires et que le chef d'État est saisi, qu'il ne peut plus continuer à la voix de son gouvernement, il va se séparer de lui. Une chose est sûre, pour l'instant, et n'attendez pas que le gouvernement communique sur les fautes, parce que ce n'est pas responsable. Absolument pas. On ne va pas livrer à la vindicte. C'est livrer en fait le ministre à la vindicte. Il a quand même une famille, il a des enfants, il a des amis. Il faut quand même préserver ça. Là, je crois que la sanction, c'est le démettre. Et s'il partait dans le cadre d'un remaniement, ce serait un honneur. Mais quand on dit limogeage, vous savez, ça veut dire que ça vient en désespoir de cause. Il ne satisfait plus les attentes du chef, qui est obligé de mettre fin à ses fonctions. Et là, même si on dit que quelqu'un est limogé pour le reprendre dans un service, il faut d'abord faire des enquêtes. D'accord. Allez, messieurs, puisqu'on était en train d'en parler, on va ouvrir la petite brèche, d'accord, et raconter le couloir d'une des nombreuses frontières qui nous mènent au Nigeria, peut-être pas au ou pas craquer, si vous voulez. Une chose est sûre, on a plusieurs frontières qui nous mènent vers le Nigeria. C'est aujourd'hui que Bola Tinubu entre officiellement en fonction. Il sera investi président de la République du Nigeria. Il succède donc ainsi à Muhammadu Buhari. On a rappelé à suffisance sur le plateau. La lune de miel n'était pas forcément, c'était pas forcément la lune de miel entre Patrice Talon et Muhammadu Buhari. En témoigne donc cette affaire de fermeture unilatérale et brutale donc de la frontière entre les deux pays. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrivée, l'investiture du nouveau président Ahmed Bola Tinubu, c'est un nouvel essor peut-être qui se dessine pour, les relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria? Moi, je ne dirais pas cela parce que, vous savez, sinon c'est réduire la diplomatie d'un État à une personne, c'est-à-dire la personne de Buhari. La diplomatie, c'est toute une machine qui est en branle. Et c'est aussi... Le président a estimé que le Bénin servirait de couloir de transmission pour beaucoup de pays, enfin pour beaucoup de denrées alimentaires qui inondent son pays, alors que lui veut encourager la production locale. Absolument. Je ne pense pas que Tinubu va aller dans le sens inverse de ce que Buhari a fait, puisque c'est le même courant politique. Et c'est les mêmes personnes, même si ce n'est pas les mêmes individus, c'est le même parti, et le parti, c'est, comment dirais-je, c'est tout un programme. C'est la continuité. C'est la continuité. Et cela est très important à retenir, mais cela ne veut pas dire que le Bénin ne peut pas avoir une meilleure coopération avec le Nigeria et le président. Vous savez, Tinubu a déjà été gouverneur de Lagos et a fait il y a beaucoup de choses à Lagos. Et quand il a pris Lagos était dans un état, il a transformé Lagos complètement en un pôle d'attraction vraiment pour le Nigeria. Et donc, il sera aussi dans cet esprit-là que le Nigeria doit, disons, se développer et engranger des ressources pour lui-même. Mais le Bénin, donc le président Talon, lui aussi va être dans cette perspective-là, que le Bénin aussi profite de cette proximité avec le Nigeria. Donc moi je crois que ce n'est que le dialogue qui va permettre à ce que les deux pays continuent de coopérer à travers les frontières et faire ce que nous voulons faire. Mais il faut retenir une chose. Oui. Il faut retenir une chose, c'est que l'élection de Tinubu n'a pas été très aisée. Et donc, le fait que le Nigeria se tourne vers lui-même d'abord va encore se poursuivre, parce que les dissensions qui sont à l'interne, il faut d'abord les calmer avant de pouvoir commencer à avoir un œil sur le truc là. Mais il faut ceux qui lisent dans le fait que le président
Talon n'était pas allé à l'inauguration de la raffinerie. Et bon, c'est un problème, c'est ce problème surtout qui a fait que... Moi, je crois que c'est en retard, ce problème, puisque la coopération lui a été enlevée bien avant. Et donc... Non, il faut voir la chose comme étant plutôt venu après. Alors, Alphonse Moïse Soulier, pour des gens comme vous, certainement, vous serez très au taquet pour voir si le chef de l'État, Patrice Talon, sera au Nigeria aujourd'hui pour l'investiture de Bola Tinubu. Est-ce que ce sera le signe, le révélateur d'une relation normale, et que en réalité, l'affaire Dangote, Hongrie, raffinerie Dangote, n'était juste qu'une mauvaise passée. Non, le chef de l'État a tout intérêt à être au Nigeria pour renouer avec le nouveau gouvernement, parce que c'est vrai qu'il y a eu des bruits, mais ça doit évoluer, les choses doivent évoluer, parce qu'en temps, chaque pays aurait réfléchi et on va discuter. Il faut d'abord ouvrir le dialogue. Donc, je crois que le chef de l'État va s'y rendre, parce que tout à l'heure, quand je verrai, j'ai vu le dispositif militaire déjà s'installer pour permettre au chef de l'État de quitter la maison. Nous sommes à 1 heure de vol, le chef de l'État, à mon avis, devrait s'y rendre pour déjà prendre contact avec le nouveau président. La suite des négociations, ça va continuer dans les coulisses. Ils vont se parler. On a besoin de se parler. On a besoin peut-être de se faire des reproches. Qu'est-ce que mon pays vous reproche? Il faut discuter, forcément. C'est important pour le chef de l'État béninois de s'y rendre et de prendre des contacts. Parce que nous avons une ambassadrice là-bas qui pourrait jouer l'intermédiaire en attendant qu'on ne confirme sa nomination comme ministre des Affaires étrangères. C'est très important. On voit que son nom circule. Oui, son nom circule, c'est vrai. Comme d'autres noms aussi d'ailleurs. Il doit s'y rendre avec le ministre des Finances, forcément, qui s'occupe du volet coopération, c'est très important. Et il faut que le déplacement soit fait pour que nous puissions voir un début du dégel de la crise entre le Bénin et le Nigeria. Très bien. Allez, messieurs, on va passer à présent à un autre sujet. On revient donc au pays pour parler de la désignation des membres qui vont siéger pour la 7e mandature de la Cour constitutionnelle. On a les noms des personnalités qui sont désignés. Francis Olo Jatadé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a aucun des membres donc, de la 6e mandature qui revient. Aucun. Zéro. Je crois qu'au thème des dispositions constitutionnelles, il est bien établi que, en fait, les 7 sages qui sont élus à la Cour constitutionnelle sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Alors, il peut arriver qu'on ne le renouvelle pas, le mandat, comme c'est le cas actuellement. Je crois qu'en fait, il faut voir d'abord le mot de désignation. C'est l'article 115 de la Constitution qui dispose évidemment que les 7 là doivent être nommés. Je crois 4 par l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République. Bon, maintenant, il y a 3 magistrats en fait de haut rang, parce qu'il faut tenir compte d'abord de l'ancienneté, 15 années au moins de magistrature, et puis les compétences professionnelles d'après plus d'une bonne moralité, d'une grande probité. Et les 3, c'est 2 qui sont nommés par l'Assemblée nationale et puis 1 par le président de la République. Maintenant, il y a 2 juges de haut niveau en fait. Ça, c'est 2 professeurs titulaires. Vous avez monsieur professeur Dorothée Sosa, et vous avez madame Dandiyamou. Et puis il y a 2 personnalités en fait, de grande facture, qui doivent être nommées, je crois, une personnalité par l'Assemblée, une personnalité par la Cour constitutionnelle, par le président de la République. Il y a eu à ce niveau, vous avez Adovi Mathieu et vous avez Agapbo, l'ancien maire de Dobo. Bon, donc je crois que sur la nomination, il y a eu quelques petits problèmes. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nomme en fait les 4 autres. Or, dans le bureau, il y a une question de configuration qui revient souvent. Il se fait que les démocrates se disent, on dit qu'ils n'ont pas été associés. Vous faites bien d'ailleurs d'évoquer le cas démocrate. On va, si vous le permettez bien, c'est une passe décisive que vous m'offrez. On va écouter donc les démocrates qui étaient en conférence de presse, c'était vendredi dernier à leur siège, pour dénoncer le mode de désignation donc du bureau des membres donc du bureau du Parlement. Ils estiment qu'ils n'ont pas été associés alors qu'ils constituent la minorité parlementaire, que de fait, ils devraient disposer au moins d'une personnalité dans le bureau. On va voir un extrait de leur déclaration qui a été lu par Guy Mitokwe. Conformément à l'article 115 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale
et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Le bureau de l'Assemblée nationale 9e législature étant composé de la majorité, regroupant le parti UPR et BR, puis de la minorité parlementaire représentée par les démocrates, la désignation des 4 personnalités à la Cour constitutionnelle ne peut se faire sans une personnalité désignée par le parti Les Démocrates, crédité de 28 députés. Le parti Les Démocrates demande au bureau de l'Assemblée nationale de reprendre dans les formes et normes exigées par notre droit positif la désignation des personnalités devant siéger au sein de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle tenant compte du droit de la minorité parlementaire. Je vous remercie. Voilà donc la déclaration du parti Les Démocrates lue par Guy Mitopoué. C'est justement ce que vous étiez en train d'évoquer. Oui, en fait, ils l'ont dit, mais c'est vrai que c'est le bureau, mais ce n'est pas la plénière de l'Assemblée nationale qui nomme les 4 membres. Alors, le bureau se réunit, s'ils sont minoritaires, parce qu'il y a que Léon Basile Arossi qui siège au niveau du bureau. Si le bureau doit nommer qu'il est minoritaire, qu'on désigne, et que ce n'est pas vote qu'ils ont fait, je ne sais pas quel est le mode qu'ils ont utilisé pour ils estiment nommer les 4. Ils estiment que le parti, les démocrates étant la minorité parlementaire, devrait d'office avoir tout au moins quelqu'un... Malheureusement, il n'y a aucun texte, aucun article, aucune disposition qui le dit ici. Ils estiment que les personnalités désignées par l'Assemblée nationale, par le bureau de l'Assemblée nationale, sont tous estampillés UPR et BR et donc ne reflètent en aucun cas donc, la configuration du bureau politique. Non, c'est le travail qui a été fait par le bureau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu que c'est des magistrats. Quand je prends les magistrats de haut rang qu'on a cités, il y a le doyen, en fait, je crois, Sobak, il y a Michel Adjaka. Et puis il y a ma soeur que j'aime bien, que j'ai connue depuis le lycée Mathieu Bouquet, qui est là, Léa Gouda Bako, qui est une dame très correcte, que j'ai connue depuis le lycée Mathieu Bouquet, donc on a fait le baccalauréat ensemble. Donc j'estime évidemment que ce n'est pas les députés qu'on a choisis au Parlement. Donc c'est un choix de magistrats. S'ils l'ont fait, c'est le bureau qui a fait. Donc il ne s'est pas estampillé et ils ne sont pas membres d'un parti politique, que je sache. Donc je suis bien navré, parce que quand on prend le règlement intérieur, on prend la Constitution. La Constitution a dit, j'ai dit l'article 115. Et c'est sur le même article que les démocrates se basent également. L'article n'a pas parlé de majorité numéroté. Hein. L'article a dit que le bureau de l'Assemblée nomme 4 membres et le président nomme 3 membres. Et l'article a précisé en fait les critères pour les trois magistrats, pour les 2 juges de haut rang et les 2 personnalités. Donc il n'y a pas de question de minorité parlementaire comme ça. Donc il faut que s'ils doivent manager au niveau du bureau, pour qu'entre eux-mêmes s'entendent, afin que les démocrates offrent un membre au moins qui aille siéger à la Cour constitutionnelle, parce que la 6e mandature va finir le 5 juin. Donc la 7e mandature qui entre en fonction le 6 juin prochain. Donc nous sommes à une semaine pratiquement, je crois une semaine pratiquement de l'entrée en fonction des membres de la Cour constitutionnelle. Donc nos tests n'ont pas été assez clairs. Et là, je suis bien peiné qu'ils puissent se faire entendre. Alors, Alphonse Moïse-Soulier, est-ce que vous pensez que ça devrait faire plutôt l'objet de gentleman agreement pour évidemment disposer d'un membre au sein donc, de la Cour constitutionnelle ou de contestation comme ils sont en train de le faire là? Cela devait être l'idéal. Cela devait être l'idéal qu'on donne la possibilité. Parce qu'ils sont représentés dans le bureau, qu'on leur donne la possibilité de proposer. Est-ce qu'on leur a refusé cela? C'est ce qui se constate. Je dis, il faudrait qu'on fasse attention au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que, vous savez, nous sommes sur un terrain politique. Ce n'est pas parce que vous avez la majorité qu'il faut souffrir d'une boulimie. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas la première fois déjà qu'on conteste à la majorité de vouloir tout prendre. Il faut qu'il y ait un accord de gouvernance au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que la majorité d'aujourd'hui peut devenir la minorité demain. Et nous sommes sur un terrain politique. Il faut vous marquer les mêmes coups. Donc qu'on ne vienne pas après, quand la majorité va changer de camp, qu'on nous dise, bon, je crois qu'il faut qu'on s'entende. Quand on veut bien agir. Parce que tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale disent que nous aimons le Bénin, nous travaillons pour le Bénin, mais il faut faire le minimum de concessions. Parce que j'estime que par rapport d'abord à la nomination des présidents de commission, la majorité
majorité à tout prix, sans rien donner aux autres. On leur a donné des portions congrues. Ils ont saisi la Cour. Par la suite, il n'y a pas eu de dénouement. On devait profiter de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle pour leur faire cette concession. Mais je constate que ça ne se fait pas. C'est vrai que il y a les tests, il y a l'esprit des tests, il y a la lettre des tests. Donc il faut qu'on se dise, nous sommes sur un terrain politique. On pourrait éventuellement demain avoir besoin de cela. Si aujourd'hui on les prive du minimum, c'est que demain ils peuvent nous rendre le coup. Donc je crois qu'il faut qu'on fasse attention. C'est pas parce qu'on a la majorité qu'on peut tout se permettre. Il faut négocier, il faut discuter, il faut échanger avec les autres, il faut leur donner quand même une parcelle de pouvoir pour qu'ils puissent se sentir aussi députés, parce qu'au-delà de tout, ils sont députés, que ce soit la minorité, la majorité, tout le monde représente le peuple, et le peuple aurait souhaité qu'à l'Assemblée nationale, on parle le même langage. 30 secondes. En fait, je vais objecter ceci. Quand vous dites qu'on lui a tout pris, c'est à l'issue d'une élection, en fait. Ils ont poussé à l'élection avant qu'on ne choisisse les membres qui doivent, les présidents des différentes commissions, des organes techniques. Et ce qui s'est passé, c'est que les démocrates ont fait du dilatoire à un moment donné. Et c'est pourquoi, ayant boycotté et parti, ils ont dû saisir la Cour constitutionnelle. Donc, pourquoi qu'on nous rencontre du passé? C'est pas tout pris. S'il y a une élection, vous n'êtes pas assez majoritaire. Parce que la démocratie, en fait, c'est l'opinion majoritaire qui exprime la volonté du peuple. Si le peuple est majoritaire, le peuple ne peut pas avoir raison. Mais la majorité remporte le maximum de sièges. Et je vais dire en fait que ce qui se passe aujourd'hui, que vous le voyez ou non, c'est le jeu démocratique. Il y a peut-être des négociations qui peuvent se faire. C'est en cela que vous appelez au gentleman agreement. Et c'est ça qu'il va aider. Nous avons besoin d'une réforme profonde au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous savez que tel que c'est là, nous avions dit que l'article 115 de la Constitution dispose que le bureau de l'Assemblée offre 4 sages. Et le président de la République, lui, il nomme 3 sages. Ça fait 7. Mais dans l'hypothèse où le chef de l'État a la majorité au Parlement, les 4 qui vont selon nommer au Parlement seront toujours les 4 venant de lui, couplés avec les 3 autres que la loi, les dispositions constitutionnelles lui donnent droit à offrir. Par conséquent, les 7 membres peuvent être toujours de la même tendance. Et ça, c'est pas corrigé tout de suite parce que c'est la réforme constitutionnelle. Le chef de l'État l'avait voulu en 2016. Et nous avions bloqué et maintenant nous sommes en train de vivre les affres. Alors on va permettre au docteur Paul-Marie Ouessou d'opiner sur le sujet. On sait que ce sera une cour stratégique parce que c'est cette cour-là qui va conduire les élections générales en 2026. En cela, il faudrait qu'en amont, qu'elle ne souffre pas déjà de contestation. Elle n'est même pas encore entrée en vigueur que déjà les premières contestations naissent. Et moi, je suis déçu. Sincèrement, et je suis qui plus est, je suis déçu par l'analyse de mon ami Francis. C'est pas possible parce que la Cour est une institution très sensible dans la vie politique. Regardez les fonctions de la Cour. Hein. On a dit la Cour doit juger de la constitutionnelle. Voilà. Ensuite, les libertés, les droits, les droits des individus, des personnes. Et ensuite, les libertés publiques. Vous savez, depuis 2016, les libertés publiques ont des problèmes au Bénin. Et il ne faut pas se le cacher. Les libertés publiques, les droits des personnes ont des problèmes au Bénin. Et cela, ce qui a créé cette situation, c'est la gestion de la Cour. Par la mandature. La Cour a quand même tranché sur des litiges. On l'a vu. Non. On l'a vu tout récemment lors des législatives de 2023. La Cour a tranché en faveur des démocrates. C'est un exemple palpable de ce que la Cour s'est démêlée aussi les contentieux. Au-delà de cet exemple, donnez-moi un autre exemple. On peut en citer d'autres. Oui, donnez-moi. Bon, en fait, non, attendez, parce que, non, sur la question, il y a les tests, il y a la réalité. Non, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Les tests n'ont pas grand problème souvent. Vous savez, l'article 15, tel qu'il le dit, 115, tel qu'il le dit. Moi, je suis d'accord que son analyse, c'est-à-dire que lorsque le président de la République a la majorité au Parlement, ça produit le résultat qu'il est plus... De facto, il est la main sur la Cour.
Mais dire que c'est parce qu'on a dit non à la révision de la Constitution en 2000, je ne sais pas, 17. Mais le chef de l'État en 2016, lui-même a exposé ses faiblesses de la Cour constitutionnelle et avait piloté en son temps une réforme constitutionnelle qui permettrait que ce soit les magistrats qui votent désormais les membres qui aillent à une élection. Est-ce que la Constitution n'a pas été révisée à l'Assemblée nationale? Oui, mais écoutez, ils ont eu la possibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que je veux dire, le chef de l'État gouverne-t-il avec un idéal ou gouverne-t-il parce qu'il a des gens devant lui qui font des choses qui l'énervent? C'est ça toute la question. Nous ne pouvons pas conduire la vie d'un pays sur la base de ils m'ont fait ci, je leur ai fait ça. C'est le jeu politique. Non, ce n'est pas le jeu politique. C'est aussi le jeu politique. Non. À partir d'une certaine fonction, chef d'État, c'est qu'on s'élève au-dessus d'un certain nombre de considérations. Regardez, attendez. Regardez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Oui. En ce moment. Dans 2 jours, c'est le premier, si il n'y a pas consensus sur le niveau de dette aux États-Unis, c'est que les États-Unis vont cesser de payer. OK. En France, ce qui se serait passé, c'est que le président de la République va prendre juste un article 49 et puis bon, ça passe. Mais ce qui se passe, c'est que les 2 partis, y compris le président et le chef de la majorité, sont en discussion depuis quelques jours pour régler le problème. Vous voyez, pour qu'on se lève au-dessus de certaines considérations pour aller de l'avant. Parce qu'on ne consulte pas le pays, en se disant, oui, m'a fait ça, j'ai fait ça. On consulte le pays en suivant une idée. Après, ce n'est pas une guerre. Non, attendez. Et moi, ma déception. C'est pas une guerre de co-épouse non plus. Non, et moi, ma déception. On fait là le débat sur le mot de nomination. De désignation. Le mot de désignation. Désignation de nomination, si vous voulez. Le terme approprié dans la nomination. c'est nomination. OK. Donc, on fait le débat sur ça. Oui. Maintenant, on peut aussi faire le débat sur la qualité des personnes qui sont à la Cour. Parce que n'oubliez pas, le plus important pour la Cour constitutionnelle, c'est que c'est un pouvoir en soi. Et donc, un pouvoir qui doit rester dans le cadre et sur la base du principe de la séparation des pouvoirs, édité par, bien sûr, Montesquieu, mais avant lui, Locke, qui ont bien été clairs sur ce que doit être la séparation des pouvoirs. Puisque, en réalité, même l'Assemblée, qui aujourd'hui est pris d'assaut, enfin, je ne sais pas, moi, je ne peux pas décrire cette Assemblée, mais l'Assemblée, écoutez, normalement, vote les lois ou les règles qui doivent nous régir. L'exécutif met en œuvre ces règles. Et la Cour juge et voit si chacun joue son rôle normalement. C'est en fait ça le problème de la séparation. La Cour est un régulateur. Voilà. Mais ce que nous constatons depuis un certain temps, au-delà des querelles à l'interne, et ce que les démocrates disent peut-être, parce que maintenant c'est devenu un peu trop politique, c'est que on a tendance à croire que, oui, il y a ce principe de collaboration qu'on a annoncé depuis un certain temps et qui fait que collaboration institutionnelle, qui fait que ce n'est plus de la séparation des pouvoirs que nous... C'est la séparation des pouvoirs. Et les nominations que nous avons là, si vous regardez maintenant les personnalités de façon individuelle, il a dit que ils ne sont pas estampillés UPR ou ceci, mais si vous regardez les personnes individuellement, vous constaterez que ce sont des personnes très très proches du président de la République ou qui soutiennent... 30 secondes. C'est qu'il y a une caricature que je n'ai pas beaucoup appréciée là. C'est-à-dire, tu m'as fait ceci, je t'ai fait cela. Absolument, c'est pas une guerre de co-épouse. Le chef de l'État, en 2016, en arrivant au pouvoir, a vu les faiblesses du mode de nomination des sages à la Cour constitutionnelle et a proposé une révision constitutionnelle. Une révision, en fait, une réforme constitutionnelle qui prend en compte déjà le mode de désignation, de nomination. Je crois que le peuple a rejeté. Parce que l'Assemblée nationale, ce sont les l'émanation du peuple. Le peuple a rejeté. Dès que le peuple a rejeté, il aurait pu prendre la voie référendaire pour aller consulter le large peuple. Parce que là, au Parlement, quand ça échoue, on peut aller consulter maintenant le peuple, mais il n'a pas fait le choix, le peuple a refusé. Deuxièmement, mais écoutez, quand vous dites séparation des pouvoirs là, c'est très simple ça. Quand on parle du juge constitutionnel, il y a parfois la question de son indépendance.
Je prends le cas de la Côte d'Ivoire 2010. Vous savez que l'ancien ministre de l'Intérieur, Gbagbo, qui a été député, a été bombardé, président de la Cour du Conseil constitutionnel, et c'est lui qui a géré en fait les élections de 2010-2011. Vous savez qu'on a eu 2 résultats en Côte d'Ivoire. Alors, Yaoundé, il s'appelle. Bon, c'est une question de l'indépendance du juge constitutionnel. Vous m'avez nommé. C'est vrai qu'il vient faire une déclaration pour dire, voilà, je ne vous reconnais plus. Mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a beau choisir quelqu'un qui a le profil, parce que la plupart de ceux qui sont là maintenant, ils ont tous le profil. Ils ont ancienneté. Adjaka, on le connaît, et Michel Adjaka, on connaît tous ceux qui sont là. Quels sont leurs CV? Parce que c'est publié. On a vu leur parcours, on a vu leur ancienneté, on a vu leurs compétences. Bon, on n'a pas de doute. Maintenant, il y a une question de conscience professionnelle, de moralité, mais aussi de capacité à agir en tant que juge indépendant. Le juge, l'indépendant, je crois que le professeur Théodore Lo, tout récemment, a donné une communication à l'occasion de la chaire UNESCO, dans le cadre d'une activité de la chaire UNESCO des droits de l'homme, pour montrer les faiblesses du juge constitutionnel. On a beau choisir un meilleur juge, mais il est venu par un système, par un mécanisme. Et c'est un être humain qui a vu quelqu'un le porter, assumer pleinement avec toute l'indépendance qu'il faut. C'est souvent difficile. C'est pourquoi ces juges doivent être encadrés autrement. Je crois que c'est en théorie, on peut dire que non, il doit faire ci, il doit faire ça. Non, moi, le système de séparation. Vous avez parlé de réforme constitutionnelle. Oui. La 8e législature, c'était 100% mouvance. C'était 100% mouvance. Donc, il ne faut plus dire ces choses-là. Ils ont eu la possibilité, la 8e législature a eu la possibilité de mettre tout ce qu'elle voulait dans la Constitution. Après, écoutez, cette réforme dont vous parlez, est-ce qu'on leur a interdit de faire cette réforme-là lors de la 8e législature? Ils étaient seuls. C'était pas l'heure du jour. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé de l'ordre du jour? Qu'est-ce qu'il a enlevé de l'ordre du jour? On a révisé la Constitution, tranquillement. Ce qui était à l'ordre du jour. Oui. Qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? Oui. Mais c'est la question des femmes. Oui. C'est la question du code, en fait, du financement public. Donc, parce qu'on a rejeté une fois, on ne peut plus ramener ça. Mais écoutez, il y a une pédagogie. Mais la question des femmes... On va faire un petit break pour voir ce qu'en pensent, j'allais dire, nos amis internautes. C'est Maurice Tonton qui a fait pour nous le tour de nos différents canaux digitaux, parce qu'on a adressé justement la question du jour à nos amis internautes. Ils ont certainement été sans nul doute nombreux à répondre à la question du jour que nous leur avons adressée. Maurice Tonton, justement, oui, merci de venir avec moi, mon cher Maurice Tonton, pour que justement nous puissions. Que pensez-vous de la composition de la nouvelle mandature annoncée à la Cour constitutionnelle? Bonjour Maurice. Bonjour Herman, bonjour à tous et bonjour à toute la question du jour de ce lundi que vous venez de rappeler a suscité quelques commentaires sur la toile. Évidemment, c'est exclusivement sur la page Facebook de 5 sur 7 matin que quelques amis internautes ont réagi sur cette composition. Et il faut dire à travers les commentaires que les Béninois, en tout cas les internautes qui ont réagi, retrouvent un peu de confiance dans la Cour constitutionnelle au regard des personnalités qui sont annoncé pour composer cette nouvelle mandature de la haute juridiction. Donc j'allais dire, voilà donc ce que les internautes pensent globalement. On a retenu 4 avis au total. Maurice Koumassa pour commencer qui nous dit la composition de la nouvelle mandature annoncée à la Cour constitutionnelle montre la renaissance de cette institution qui, par le passé, nous donnait la force d'être dans un état de droit. Aussi, cette nouvelle composition nous fait rêver que la Cour jouera le rôle à lui dévolu puisqu'elle est moins politique que la précédente au regard de certaines personnes désignées comme nouveaux sages analyses. Donc, c'était notre autre commentaire. Casten Kesso, quant à lui, nous dit que la composition de la nouvelle mandature annoncée à la Cour constitutionnelle reflète une autre image de cette grande instance judiciaire de notre pays, parce que lorsque nous regardons les personnes qui siégeront, cela nous montre qu'ils seront donc au service du peuple selon Casten Kesso. Jean Zounon dit, vu les personnalités qui composent la nouvelle mandature, on se rend compte que c'est la mandature de la rupture. Elle annonce la renaissance de cette institution
qui, à un moment donné, ne répondait plus à l'aspiration du peuple, ne jouait plus son rôle républicain. Cette Cour, par le passé, faisait la force du pays et nous souhaitons que les nouveaux membres ramènent la confiance entre la Cour constitutionnelle et le peuple béninois. Roland Bocor, pour terminer, nous dit « Je découvre avec beaucoup de satisfaction les noms des professionnels reconnus ici et ailleurs dans le domaine à entendre les protestations des députés de l'opposition au Parlement. Les personnes proposées par l'hémicycle devraient refléter les tendances qui y sont. Si c'est ce que disent les tests, il faut rectifier le tir pour ne pas saper les efforts du président à unir les Béninois. » Donc, comme vous pouvez le voir, beaucoup d'espoir suscité par cette nouvelle mandature disons, de la Cour constitutionnelle par les Béninois. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, pour ce tour d'horizon de la toile que vous nous offrez. Merci et à très vite. À demain. À demain sur 5 sur 7 matin. Allez, messieurs, on revient justement dans le débat matinal pour finir justement sur ce sujet. Oui, vraiment en 30 secondes là. Oui, en 30 secondes. En 30 secondes, il faut être très précis en disant que oui, je vois l'optimiste des uns des autres. Moi, je le dis, c'est-à-dire que l'ensemble des personnalités nommées, en tout cas pour le moment, sont proches de la mouvance. Je veux voir les CV. Si vous regardez les CV, tout est bon. Mais on connaît aussi le magistrat Adjaka et tout ce qu'il a fait dans ce pays en termes de lutte pour les libertés et pour la séparation des pouvoirs. Je me rappelle encore ce discours qu'il a prononcé lorsque le ministre Djanotin devait passer la main à la dame qui le succédait. Et donc, on peut se dire que oui, si on regarde ça. Mais, entre-temps, M. Adjaka a fait une incubation, disons, dans le système de gouvernance en cours, qui est qu'il est devenu directeur de cabinet du ministère de la Justice. C'est vrai, c'est un poste technique, mais bon, on ne peut pas savoir aujourd'hui ce qu'est devenu M. Adjaka en termes de pensée. De la même façon, vous vous rappelez la question de transfèrement. Il a parlé ici tout à l'heure de Amani Tidjani dans le temps, sous le président Kérékou, avec le ministre Sousa, qui revient comme ça, comme membre de la Cour, et qui nous a sorti ce concept de transfèrement dans le temps. Et nous sommes habitués ces derniers temps donc à des concepts qu'on sort un peu dans le cadre des décisions qu'on prend. Alors, et donc moi je vais être optimiste. Moi je vais être optimiste, mais il y a à garder. Que en fait, Michel Adjaka en fait n'est pas un opposant ISO, je crois 9000 comme vous voulez. Et c'est un cadre qui a des compétences et ces compétences l'État en a besoin. Et de deux, je suis heureux de savoir qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, nous avons des compétences qui doivent animer l'institution. On aurait aimé que l'ancienne Cour puisse continuer si, tant il est vrai qu'elle a satisfait, elle a comblé les attentes. Mais je crois que le peuple en a décidé autrement. Et c'est normal que nous puissions aller au renouvellement du personnel, parce que vous savez que dans l'architecture institutionnelle, la Cour constitutionnelle, c'est la soupape de sécurité. Et en dehors du fait que les rôles classiques que vous avez cités, l'article 119 de la Constitution dispose évidemment que c'est le président de la Cour constitutionnelle qui reçoit le serment chef de l'État. Et vous savez que les fonctions de la Cour sont si immenses qu'en fait, c'est des gens profilés qu'il faut envoyer là. Très bien. Messieurs, merci. Moi, je voudrais faire savoir à tous les Béninois de bien observer cette Cour. Nous sommes en ligne droite vers les élections générales. On n'a pas nommé les gens au pifomètre. Que vous vous souvenez que le dialogue politique a été présidé par le professeur Sosa. Donc, suivez mon regard. Donc, je voudrais qu'ils nous prouvent réellement qu'ils sont des Béninois, ils ont les compétences, qu'ils sont patriotes, qu'ils ne sont pas là pour être des... Merci. Merci beaucoup, messieurs. Allez, on en vient à présent au dernier sujet. On va dire ainsi sur le Mali. On va en dire un mot rapidement. Les manifestants qui réclament le départ de la MINUSMA. Finalement, les Maliens veulent chasser tout le monde. Docteur Paul-Marie Ouissou. Oui, ça peut paraître qu'ils veulent chasser tout le monde, mais écoutez, la MINUSMA ne s'est pas montré aussi neutre dans la gestion des problèmes du Mali. Et donc, on a vu l'ancien
responsable de la MINUSMA qui a été sommé de vider le pays lors de l'affaire des 40 combien militaires, des 44 soldats ivoiriens détenus au Mali. Il a fait une déclaration qui lui a valu un renvoi systématique dans les 24 heures qui ont suivi. Oui, bien sûr. Et la MINUSMA joue un rôle flou dans cette histoire. Un rôle flou dans cette histoire. Et le secrétaire général de l'ONU a enfoncé le clou en tenant des propos contradictoires à des moments différents. Dans un premier temps, oui, les troupes venues de la Côte d'Ivoire n'avaient rien à faire avec... C'était pas des mercenaires. Non, dans un premier temps, ils n'étaient pas dans la mission de la MINUSMA. Après, ils sont dans la mission. C'est trop flou. Et vous savez, moi, je crois que les Maliens, il faut bien les suivre. Les Maliens vont nous donner un très, très, très bel exemple de comment gérer un pays de façon indépendante. Parce que ce qui se passe... Est-ce que là, ce n'est pas du nationalisme à outrance, là? Non, ce n'est pas du nationalisme. Rappelez-vous comment Thomas Sankara a été tué. Un certain Mitterrand débarque au Burkina avec un discours enflammé. Thomas Sankara a dit, écoutez, nous avons besoin de notre souveraineté, etc., etc. Quand il est rentré quelques mois après. Et c'est comme ça que plusieurs chefs d'État sont morts. Oui, il faut se le rappeler. Pour boucler tout ceci. Oui, en fait, la MINUSMA, c'est la mission multidimensionnelle intégrée de soutien au Mali. Ah oui, pour la stabilisation, du Mali. Et vous savez évidemment que c'est en 2013, le 25 avril 2013, la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies. En fait, c'est en 2022 que ça doit finir, mais ils ont renouvelé et c'est prolongé jusqu'au 30 juin maintenant. Mais il y a eu des manifestations. Pourquoi? Parce qu'on estime que la MINUSMA n'est pas neutre. Parce qu'on estime que la MINUSMA n'est pas là pour sauver les Maliens. Parce qu'il y a eu un rapport sur cette tuerie de Moura. Vous savez évidemment qu'il y a eu 500 personnes qui ont été tuées, paraît-il, parce que c'est ce que dit le rapport de l'ONU. Et c'est ce rapport qui est querellé. Parce que le gouvernement n'a pas accepté, mais l'ONU soutient qu'il y a eu 500 personnes tuées, il y a eu des prisonniers détenus qui ont été violentés, torturés, il y a eu des femmes et des filles qui ont été violées. Bon, je crois que le gouvernement a contesté. Mais la population qui soutient le gouvernement, il y a des partis qui soutiennent. Il y a aussi la société civile qui soutient. Il y a le parti du président Choguel Maïga qui s'est mêlé aux manifestants pour contester le rapport. Parce qu'en fait, c'est le rapport qui divise. Le M5 RFP. Mais oui, c'est ça. Donc, c'est eux qui ont dit, mais il faut que la MINUSMA dégage. Bon, je crois qu'il y a une crise. Parce qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas, en fait, approuvé ce rapport. C'est vrai qu'il y a eu quelques erreurs commises par la MINUSMA. Mais je crois que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le rapport qui a été écrit et qui, pratiquement, parce que vous savez que la MINUSMA a 4 missions essentielles. Il y a d'abord la sécurité, il y a l'humanitaire, il y a le dialogue politique, et puis il y a, je crois, le 4e pôle, ça doit être... bon, ça va venir. Bon, donc, voilà. Allez, on va boucler sur ceci. On va suivre de très près ce qui se joue là au Mali. Est-ce que les Maliens vont se faire face seuls avec Wagner à leur destin sécuritaire? C'est une question... à l'ONU, hein? Apparemment, c'est ce qui se décide. Parce que 10 ans après, si on fait le bilan, est-ce que la MINUSMA a pu pacifier le Mali? Non. Est-ce que les droits de l'homme ont été respectés? Non. Donc les Maliens ont préféré composer avec les Russes que de composer avec les Européens. Oui, allez, il vient de m'aider, je crois, c'est les droits de l'homme. Allez, messieurs, on va totalement finir à présent, boucler la boucle. C'est vrai que ce n'était pas prévu, mais je ne pourrais quand même partir ou sinon refermer ce forum de discussion sans prendre vos avis vraiment en 10 secondes chacun sur la réélection de Recep Tayyip Erdogan du côté de la Turquie. On sait que c'est l'un des nouveaux partenaires de l'Afrique. Monsieur Tadé, qu'est-ce que vous avez à me dire à ce sujet? Recep Tayyip Erdogan qui revient? Vous savez évidemment que c'est un nationaliste. Et puis, il a voulu continuer ce qu'il a entamé. Donc, il faut avouer évidemment que le leadership turc doit s'affirmer désormais comme une des puissances en Afrique aussi.
Docteur Paul-Marie Huessou? Bon, moi, je ne sais pas pourquoi revenir lui tenait tant à cœur. Vous savez, son pays, le taux d'inflation est passé à près de 20%. Et économiquement, le pays ne se porte pas bien. C'est quand même lui qui a redressé la Turquie. Oui. C'est lui qui a repositionné la Turquie. Oui, mais il faut passer la main. Parce que ce n'est pas parce qu'on a repositionné. Les Turcs ont choisi de lui faire confiance. On va suivre la suite. Bon vent. Allez, merci beaucoup à vous, messieurs. Je vous l'avais annoncé, c'était franc-parleur. Et je pense qu'ils n'ont pas dérogé à la règle. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Et j'espère vous retrouver dans pas longtemps pour un autre débat politique.